Euh, déjà, je vais me présenter. Moi, je m'appelle François. Je suis hypno depuis trop longtemps, vraisemblablement. Et avec Anna, Merci. on a créé des formations et on a envie d'échanger et de partager avec vous notre approche du deuil. Ok. En tout cas, comment on voit les choses, l'idée de ce challenge de 3 jours. Et on va poser tout de suite tout ça. Tac. Donc vous allez pouvoir vous marrer avec moi parce que devant l'informatique, je suis un peu comme une poule qui découvre un couteau, hein. Je suis parfois très en galère, hein. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les reports live, souvent invitez vos potes à le voir en replay, ça peut être aussi un peu amusant. On partage, boum, celui-là, très bien, partagez, boum. Allez hop. Du coup, est-ce que tout le monde a bien l'écran partagé? Si oui, n'hésitez pas à me dire oui, hein. Oui, oui, c'est bon. C'est bon? Top, merci. Donc, le cadre des 3 jours qu'on va passer ensemble, en fait, euh, c'est déjà un espace, comme c'est marqué là, de bienveillance, d'apprentissage. C'est-à-dire que nous, on va pas juste faire un truc top-down où vous allez prendre de l'information, vaguement la poser au coin d'un bureau et ensuite fini. Non, l'idée, c'est que vous ayez un peu de réflexion. L'idée, c'est que même si on fait du top-down, après, vous allez avoir à réfléchir, à argumenter, à identifier les choses. Ok. Dans tout ce qu'on anime, on a cette volonté d'avoir une pédagogie qui est relativement active, voire très active. Ok. Extrêmement important. Il y a des petits exercices pratiques que vous aurez éventuellement à faire chez vous, si vous voulez les faire, hein, il n'y a rien d'obligatoire. L'objectif, c'est de vraiment renforcer, de permettre de grandir en termes de compétences autour du deuil, euh, à travers une stratégie assez claire qui va être d'identifier chaque phase, de voir comment on peut accompagner chaque phase, pour que les personnes endeuillées puissent trouver de la ressource. On y reviendra pendant ces 3 jours. Que vous soyez hypnothérapeute, doula, travailleur social, travailleuse sociale, quel que soit votre métier, vous êtes souvent le premier maillon de la communauté. Dans un moment où on est de plus en plus isolé, via les réseaux sociaux, des choses comme ça, vous êtes le premier maillon de la communauté. Ça me semble extrêmement important que vous en ayez conscience. OK? Très, très important. Vraiment, parce que le deuil, c'est quelque chose qu'on vit souvent seul. Les choses se compliquent souvent longtemps après le décès, ou quelques mois, voire quelques années après le décès. Donc, euh, que vous ayez conscience de comment tout ça fonctionne est extrêmement important. Vous aurez toutes les ressources à portée de main. C'est-à-dire qu'il y a un espace Notion où vous allez pouvoir retrouver les replays, les lives, les ressources complémentaires, des fiches techniques, pour pouvoir approfondir tout ce qu'on va vous dire, tout ce qu'on va explorer là pendant 3 jours, euh, et euh, vous investir là-dedans, hein. Vous allez explorer là-dedans, vous, comment vous allez découvrir et vous approprier tous les contenus que nous, on va vous proposer autour du deuil. Ok. Euh, Moi, ce qui m'a amené à m'intéresser au deuil, ben, c'est les décès de gens que j'aimais et que j'aime toujours, finalement. Euh, Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué et ça m'a permis, du coup, de faire beaucoup de recherches, beaucoup de travail autour de ce sujet-là. Et tout ce qu'on va vous présenter là, c'est un espèce de condensé du travail et des recherches qu'on a fait sur le sujet. Extrêmement important aussi, ce qu'on va vous présenter là, euh, et pas forcément le plus sexy, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va être sur des choses qui vont être argumentées, prouvées scientifiquement, euh, et où vous allez avoir matière à réfléchir. Ok. Les choses extrêmement spirituelles, il y a des croyances extrêmement intéressantes dans la spiritualité, hein, de la vie après la mort, des choses comme ça. Mais nous, on a décidé d'une certaine façon de ne pas aborder ces sujets-là pendant 3 jours, parce qu'ils sont déjà abordés pleinement dans plein de formations, dans tous les sens, et qu'ils répondent éventuellement à un besoin de moins souffrir, ok, mais qui, à mon sens en tout cas, peuvent parfois être problématiques
dans le fait d'apprivoiser l'absence, dans le fait d'accepter l'absence et de vivre avec l'absence. Ok. Donc, je pense que sur le 4, j'ai à peu près rien oublié. Hop, on passe euh, à la première slide. Alors, l'idée, c'est un peu comme les Katsumi, que le deuil, c'est un processus naturel de cicatrisation. Vous savez, le Kintsugi, c'est l'art au Japon de réparer les vases ou les porcelaines ou autres avec de l'or. Hein. Eh ben, le deuil, c'est un process naturel de cicatrisation émotionnelle. C'est-à-dire que ça vient après une notion que c'est Jean Dupré qui m'avait donné ça, c'était cette notion de rupture du lien d'attachement. Il y a une rupture du lien d'attachement et cette rupture-là, elle fait mal. Ok. L'expérience du deuil, le processus en lui-même de deuil va se faire. Que vous interveniez, que vous existiez, qu'on vous croise ou pas, le processus va se faire. Hein, comme une cicatrisation. Ok. Là, moi, j'ai une cicatrice, ça a été, ça s'est fait quasiment tout seul. Hein. Ok. Là, j'ai une cicatrice qui est moins belle, elle s'est fait toute seule, elle est moche. Celle-là, elle a été accompagnée, elle est belle. Et ben, l'idée, c'est ça. C'est qu'on va accompagner la cicatrisation pour permettre euh, d'avoir une expérience qui transforme, qui révèle, ok, mais qui va aussi prévenir de certaines problématiques à long terme. Hein. Qu'on parle de dépression, qu'on parle de, ouais, essentiellement de dépression. Ok? Est-ce que tu peux Donc, juste, François, je t'interromps, rapprocher le micro, s'il te plaît? Il y a du allez, son qui est un peu bas pour je peux rapprocher le micro. Est-ce que c'est mieux comme ça? ça, je pense. Ok, Merci. top. Euh, je suppose qu'il n'y a pas de questions sur cette notion de processus? Non. Ok. Donc, la suite. Hop, next. Donc, c'est ce que je vous disais juste avant, la métaphore de la cicatrice. Ok. Vous avez des cicatrisations naturelles. Imaginez que vous faites une fracture tibia-péronée. Vous avez la jambe à l'équerre comme ça. Si on laisse la nature faire, vous allez avoir votre jambe à l'équerre ou encore vous allez galérer pendant longtemps, hein, même si on arrive à la remettre à peu près d'aplomb. Ok. Donc cette fracture va cicatriser et va donner quelque chose de désagréable, d'inconfortable et de douloureux encore. Ok. La cicatrisation naturelle, c'est un processus qui est lent, comme le processus de deuil. Hein. Je suis toujours surpris quand je dois donner des dates ou des délais sur les deuils pathologiques, des choses comme ça. Moi, ça ne me parle pas trop. Je vous dirai pourquoi durant ces 3 jours. Mais il y a vraiment cette idée que la cicatrisation, si elle se fait seule, elle peut se faire de façon douloureuse, inesthétique, voire inappropriée. Ok. Ce qui peut donner des gangrènes. Alors que si on a une cicatrisation soignée, ok, à ce moment-là, la cicatrice, petit à petit, elle devient indolore. Ok. Et le processus, il va peut-être être un peu plus rapide, mais surtout, il va être plus efficace. Mettre des points sur une plaie ouverte, ça facilite le processus. Ok. C'est le parallèle qu'on peut faire complètement avec l'accompagnement du deuil. Hein. Là, pour le coup, la métaphore ou l'analogie, je ne l'ai pas inventée. Je ne suis pas assez brillant pour tout ça. C'est une analogie d'un psychiatre qui s'appelle Christophe Fauré, qui est un peu en France en ce moment la référence autour, autour du deuil. Je vous invite à vous intéresser à ses travaux. Je ne partage pas tout de ses avis parce que je me suis forgé le mien petit à petit, mais il a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé dans ce sens-là. Hein. Donc, notre travail, c'est d'identifier où on est la personne et de faciliter le cheminement euh, pour faciliter la guérison émotionnelle, faciliter le process. Dans le deuil, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup d'incertitudes. Et vu qu'on est très, très peu éduqué à ça en France, donc dans d'autres pays, c'est beaucoup plus fluide. On a fait la fête des morts au Mexique, c'est beaucoup plus fluide sur le sujet. Eh ben, il y a beaucoup de questions qui viennent chez les gens, il y a beaucoup d'incertitudes, de doutes. Et ces doutes-là,
quand on est capable d'expliquer un process, quand on est capable de rassurer, quand on est capable d'identifier, eh ben, on est dans l'accompagnement, à mon sens, plus pertinent. Hein. Encore une fois, on ne va pas répondre tout de suite à, à l'idée d'apaiser la souffrance. Les gens viennent nous voir avec l'idée d'apaiser la souffrance. Or, quand on a un deuil, quel qu'il soit, euh, la souffrance fait partie du chemin, fait partie du process. Ok. Et on ne peut pas apaiser cette souffrance-là. C'est très compliqué. On peut entretenir du lien avec la personne décédée par différentes stratégies, on peut faire plein de choses, mais, 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 ce chemin de souffrir, il est juste essentiel. Hein. Albert Moukébert, qui est un spécialiste des biais cognitifs, qui parle beaucoup d'esprit critique, il disait que lui, quand il y a quelqu'un qui vient pour un deuil, si c'est frais, il dit, moi, c'est pas pour moi. Une séparation, ce que vous voulez, si c'est pas pour moi. On laisse le temps faire les choses. Hein. Autre chose, et je le redis encore, la communauté est extrêmement importante et vous êtes le premier lien de la communauté. Donc, on a là, dans les formations classiques, en fait, les 5 étapes du deuil. Ok. On va revenir dessus, mais j'aimerais que vous preniez le temps de les identifier, de les noter. Ok. Donc, on a le déni, d'accord? La colère, le marchandage, la tentative de négocier, hein, ce qui est évident, hein, la tristesse et l'acceptation. Qui connaît ces 5 étapes du deuil? Comme ça. Dites-moi des oui, des non, mettez des pouces, autant que vous voulez. Ouais, moi, c'est le marchandage que j'aurais pas du tout vu. Le marchandage. D'accord. D'accord. Ouais. C'est intéressant le marchandage. Tu vas voir pourquoi après. Ok. Donc, classiquement, en formation, nous, bah, on apprend ça. Ok. Sauf que si on parle de, de sémantique, d'avoir les mots justes, parce que les mots sont importants, la justesse des mots est importante, on est sur le travail d'Elisabeth Kubler-Ross qui définissait le deuil en 5 étapes. Ok. Le déni, la révolte et pas la colère. La colère est une émotion qui va et qui revient dans le deuil, dans le processus de deuil. Hein, même 2 ans, 3 ans après. Ok. Le marchandage, ok, elle parlait de dépression et pas de tristesse. Ça change tout. Vous allez voir qu'après, ça change vraiment tout. Ok. Et l'acceptation. Ok. Reconnaître la nouvelle réalité, intégrer l'absence, donner du sens à tout ça. Hein. Il y a une question qui était sur le sens. On a répondu à une question autour du sens. Des fois, il y a pas de sens. Des fois, c'est juste la vie qui frappe fort et qui fait mal. Hein. Pourquoi trouver du sens? Des fois, il n'y a pas de sens. C'est comme ça. Des fois, chercher du sens, on se perd. Ok. Mais, encore une fois, Elisabeth Kubler-Ross, psychiatre émérite, qui aurait, comme je le dis souvent, mérité un prix Nobel pour son travail, a travaillé essentiellement en palliatif. Ok. Et c'est ça, la limite de ce modèle-là. C'est que Elisabeth Kubler-Ross, dans tout le travail qu'elle a fait, une fois j'en avais discuté avec Christophe Forêt lors d'un podcast, euh, c'est que on part d'un postulat qui est différent. Elle s'adresse, le modèle qu'elle propose, dans sa grille de lecture, il est pour les gens à qui on annonce qu'ils vont mourir. On parle pas de l'entourage, ou très peu. Hein. Donc à partir du moment où on part de ce postulat, on n'est plus sur les gens qui restent. On est sur ceux qui vont mourir. Ok. Après, que ça puisse être utilisé, encore une fois, c'est une grille de lecture, un modèle. C'est forcément mi-vrai, mi-faux, mi-pas juste, tout ce que vous voulez. Donc, cette grille de lecture, pourquoi pas la réutiliser? On peut se dire, oui, je l'ai déjà vu dans certains cas, pourquoi pas? Sauf que le postulat de départ, il n'est pas complètement juste. OK? Donc, pour moi, accompagner sur ce modèle-là, pourquoi pas? Mais déjà, il faut avoir les bons termes. Hein. Déjà, la révolte à la place de la colère, ok, et dépression à la place de la tristesse. Et avec tout le mérite qu'a cette femme, parce qu'elle a vraiment fait évoluer le palliatif. Ses travaux sont absolument superbes en termes de palliatif. Moi, je préfère une autre grille. Moi, je préfère une autre grille. J'aime beaucoup le travail, en tout cas, moi, c'est le travail qui m'a parlé
dans mon vécu, après le décès de mes enfants, ou quand j'ai travaillé avec des personnes en deuil, à chaque fois que je travaille avec des personnes en deuil, euh, ce que j'aime bien utiliser, moi, c'est les travaux de Christophe Fauré et de Michel Hanus. Eux, ils décrivent 4 phases. Ok, vous allez avoir cette phase qu'on appelle l'impact, ou le choc, la sidération. En fait, vous êtes KO. Hein. C'est une phase qui peut durer de quelques heures à un mois. Ok, vous allez avoir une seconde phase qui va alterner entre fuite et recherche. Ok, une troisième phase. Alors, fuite-recherche, ça peut être long, hein, ça peut durer jusqu'à un an. Il y a une troisième phase qu'on va appeler déstructuration, qui a des caractéristiques bien précises, qui s'identifient de façon assez précise. Et vous avez les quatrièmes phases qu'on appelle restructuration, euh, qui pourrait s'apparenter dans les travaux de Montbroquet à ce qu'on appelle le sens, l'héritage, euh, la nouvelle vie avec le fait d'avoir apprivoisé l'absence. Hein. Il y a euh, il y a parfois cette idée d'entretenir du lien, et je trouve que c'est important d'entretenir le lien avec la personne décédée, de laisser une place à nos morts. Ça, c'est une façon de laisser une place à nos morts, le travail qu'on fait là. Mais il y a aussi une façon d'apprendre à vivre avec l'absence et avec la blessure. Donc, si on prend euh, la première phase qu'on appelle l'impact, ou le choc, ou le déni, c'est absolument normal. Donc, physiquement, comment ça s'exprime? Ben, vous l'avez noté là, euh, c'est une forme de dissociation. Hein. Certains vont peut-être appeler ça clivage, en fonction des courants de pensée, tout ce que vous voulez. Euh, Dans l'absolu, cette réaction, elle est physique, elle est juste normale. On a l'impression d'être dans une bulle, on est un peu déconnecté. Et à travers ça, eh ben, s'installe une forme de confusion. Il y a une forme de lenteur qui s'installe. Une forme de lenteur qui s'installe parce que notre cerveau, il est tellement occupé à gérer les infos qui sont là, la personne qui est décédée, soutenir son conjoint, sa compagne, sa mère, son père, les frères et sœurs. Il y a tout ça et tout devient flou. Tout devient flou. Il y a une espèce de ralentissement général, qu'il soit cognitif ou qu'il soit physique. Hein. Euh, pour le coup, c'est une phase qui peut durer, comme vous l'avez là, quelques heures à 4 semaines. Elle est, euh, elle est importante à connaître, par exemple, si on travaille dans un EHPAD, si on est un travailleur social, par exemple, ou une travailleuse sociale. euh, c'est aussi le moment où on va se rendre compte que c'est compliqué pour les gens d'être dans l'exécution des tâches. Hein. On aimerait que le temps s'arrête, mais ça va trop vite. Les factures tombent, il faut préparer la cérémonie, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça va beaucoup trop vite. Donc, on se met au ralenti et on fait du mieux qu'on peut. C'est un moment où la communauté est quand même très présente. C'est un moment où la communauté est très présente et c'est un moment où la communauté soutient. Hein. C'est ce que moi j'appelle un petit peu, de façon ironique, le championnat du monde des amis. Hein. Tout le monde est là, tout le monde vient, tout le monde cherche à soutenir. C'est bien, c'est bien, c'est bien, mais les difficultés, elles sont pas encore vraiment là. Ok. Là, le corps sait faire. L'esprit, il sait faire. C'est même normal d'être triste. On ne choque personne, en fait. Hein. Euh, la personne n'a pas l'impression de saouler les gens autour d'elle. Euh, Tout le monde soutient. Et c'est très important à ce moment-là. Ok. Donc ça, c'est la première phase euh, qui s'appelle l'impact ou le choc. La deuxième phase, c'est ce qu'on va appeler fuite-recherche. Euh, alors, dans fuite-recherche, qu'est-ce qui se passe? C'est encore une fois un mécanisme de défense où on va chercher à fuir la, l'intensité de la douleur émotionnelle. Hein. Alors, c'est une phase qui peut durer, qui peut arriver de un mois à, qui peut du- ouais, de un mois à un an, je dirais.
Et on peut s'occuper frénétiquement de plein de choses. D'accord? Ça peut être du travail, ça peut être, être hyper investi dans le milieu associatif, ça peut être utiliser des produits, ça peut être tout et n'importe quoi. Ok? C'est une phase où on va chercher à fuir les émotions. Euh, les différents signes de cette période, ça va être, alors, un, l'hyperactivité, deux, une forme d'absence. C'est-à-dire que souvent, on n'est pas là, on parle, mais il faut faire répéter aux gens. Encore une fois, une espèce de ralentissement cognitif qui est, euh, qui est là, qui est présent. Euh, et dans ces moments de fuite, l'obsession qu'on a, c'est apaiser quelque chose. Si on parlait un peu avec un modèle type IFS, c'est comme s'il y avait un énorme pompier qui était là et qui était en train d'éteindre l'incendie tout le temps. Hein, mais l'incendie, il repart là-bas, donc il repart d'un autre côté. Ok. Ce mouvement de fuite, il est, comment dire, inévitable. Inévitable. Encore une fois, si vous avez une personne qui vient vous voir pour un deuil qui est à 3 ou 4 mois du décès et que vous voyez, donc dans la formation, il y a une séance où il y a quelqu'un qui me dit, moi par exemple, j'ai rangé toutes les photos. J'ai mis toutes les photos à la cave. Il me parlait de sa maman, qui était décédée il y avait 4 mois, je crois, 4 5 mois. Euh, ok, très bien. Et je lui dis, pourquoi vous rangez les photos? Qu'est-ce que ça vous fait si vous regardez les photos? Et là, on a touché l'émotion qui était importante. Si on ne sait pas que dans cette période de fuite recherche, euh, le, la stratégie d'évitement elle est importante, on peut dire, bon, bah, le mec, il a rangé les photos, pour lui, c'est une affaire réglée. Salut. Non, c'est pas réglé. Parce que dans cette période-là, on alterne avec des phases de recherche. Et les phases de recherche, ça va être porter les vêtements de la personne, ça va être regarder les photos, ça va être euh, les odeurs, les parfums, ça va être des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses pour essayer d'entretenir ce lien, c'est ce lien à l'extérieur qui est plus là. Mais on continue à le chercher. On continue à le chercher et on fait l'effort de continuer à le chercher. Euh, c'est vraiment une période de grande vulnérabilité chez les personnes qui sont en deuil parce que à ce moment-là, euh, ils sont abordés par tout et n'importe quoi. Euh, je vais vous donner mon exemple. Moi, j'ai reçu des courriers sur mon lieu de travail, à mon cabinet, me disant, avec ce que vous avez vécu, vous pourriez rentrer chez les francs-maçons, patati et patata, appelez-nous, on va en discuter, surtout, n'en parlez à personne. Et c'est là où je vous dis qu'on n'est pas sexy. C'est-à-dire que nous, on n'est peut-être pas sexy, mais on arrive à dire, OK, c'est normal que vous souffriez. On va mettre en place une communauté qui va vous permettre de mieux gérer les choses. Votre réseau est hyper important. Hein. On doit être réseauté avec des stands sociales, des psychiatres, des psychos, des associations. On doit avoir un réseau qui permet d'accompagner ces gens-là. Parce que des fois, on ne peut pas tout faire tout seul. Et on ne doit pas tout faire tout seul. Dans ces moments de grande vulnérabilité, le fait que vous soyez, vous, un espace de parole, un espace où on pose les choses, un espace où tout peut se dire, c'est extrêmement riche. Parce que c'est souvent une période où le championnat du monde des amis est terminé. Hein. 3, 4, 5 mois, 6 mois après, les gens endeuillés n'ont pas envie d'embêter les gens qui les entourent. Les gens qui les entourent veulent pas remuer le couteau dans la plaie. Résultat, on ne laisse pas de place à la personne décédée. On laisse pas de place à un temps d'expression de la souffrance, de la tristesse, de la colère, de la culpabilité qu'il y a en fonction de, de comment la personne est décédée. Il y a toujours la culpabilité. Hein. Encore une fois, les émotions, culpabilité, tristesse, colère, c'est une façon d'entretenir du lien. Le lien est extrêmement important. Hein. Il y a des gens qui meurent tous les jours, on n'a pas de lien avec eux. Hein. Donc, la notion de lien est extrêmement importante dans l'accompagnement du deuil. Ok. Euh, vraiment, c'est une période où on doit être présent pour ces gens-là et on doit, à mon sens en tout cas, faire de la prévention. Vraiment, c'est une étape importante. C'est une étape qu'on doit. En fait, c'est l'étape où, à un moment, petit à petit, les, les points de vigilance vont baisser
la garde va redescendre. Hein, on s'est bien battu là pendant 1 an, 6 mois, on s'est bien bagarré. Ça va, ça va. Finalement, je m'en sors pas trop mal. Hein. Et c'est là, en fait, dans le cheminement d'un process de deuil, que qu'arrive la période de déstructuration. Et là, eh ben, on est confronté à la réalité. C'est-à-dire que les vêtements n'ont plus l'odeur, les photos ne se renouvellent pas, les souvenirs n'évoluent plus. On prend de plein fouet la réalité de l'absence. Là, je vous parle, on est à 6 mois, 1 an, 18 mois, voire plus. Hein. Cette période de déstructuration peut durer très longtemps, si elle n'est pas accompagnée. Jean Bourquette, qui est un Québécois qui a beaucoup travaillé aussi sur le deuil, lui disait que 80% des deuils ne sont pas faits. Alors moi, déjà, je ne sais pas d'où il est ce chiffre, hein, mais pourquoi pas, ça me parle. Ça me parle. C'est un sujet qui vient de façon très récurrente en séance, même 2, 3, 4, 5, 6, 10 ans après, voire même plus. Et ça revient aussi à la notion de faire le deuil. Hein. Christophe Forêt vous direz, lui, on ne fait pas un deuil. C'est l'épreuve de vie qu'on traverse. Vous avez là, à la volée, quelques symptômes qu'on peut avoir de la déstructuration, qui sont des fatigues, des troubles du sommeil, des angoisses, une perte d'appétit, de l'anxiété. Alors la colère, la culpabilité, c'est tout le temps. On a aussi un rythme qui baisse et on peut traverser ce qui s'appelle un vécu dépressif. Ce que Christophe Forêt appelle un vécu dépressif, ça ressemble à une dépression, mais qui fige pas. C'est-à-dire qu'on est quand même capable d'avoir de bons moments, on est quand même capable d'avoir des instants plus légers. Ça ne nécessite pas forcément une médication, euh, quoique la médication peut avoir un intérêt, mais ça, c'est toujours les psychiatres qui décident. Euh, c'est des moments où on va s'isoler socialement et c'est aussi des moments où on a besoin de reconstruire du lien. Par exemple, quand moi je travaille avec des gens qui sont dans une déstructuration, le deal c'est vous avez une activité physique, vous l'aviez arrêtée, pas de problème, je vous demande de la reprendre. C'était le cas de Bruno qui avait perdu son fils suite à une coviscidose vraiment très longue. Lui avait organisé toute sa vie autour de son fils pendant longtemps, parce qu'il avait arrêté de bosser pour s'occuper de son fils. J'ai dit, bah, je veux que tu ailles nager. Tu continues à aller nager. Oui, je m'en fous. Je m'en fous. On ne fait pas ce dont on a envie. À ce moment-là, dans le deuil, on fait ce qui est utile. Parce que si on fait ce qu'on a envie, ben, on n'a envie de rien. Ou de pas grand-chose. Ok. Donc, cibler les choses utiles. Donc, la déstructuration, c'est vraiment la confrontation à la réalité de l'absence. Et c'est là où je vous dis que le travail du deuil aussi, c'est apprivoiser l'absence. Apprivoiser l'absence de l'autre et que parfois, je dis pas tout le temps, euh, l'idée de la médiumnité, tout ça, ça ne nous permet pas d'apprivoiser l'absence. Ça peut nous permettre d'apaiser les choses, mais pas d'apprivoiser l'absence, de dealer avec l'absence, d'être avec ce qui nous fait mal, en fait, avec ce qu'on fera plus, ce qu'on aurait aimé faire et qu'on ne fait pas, enfin voilà, avec tout ça. Euh, et comment on reconstruit avec tout ça. La période de déstructuration, elle peut être hyper longue. Elle peut hyper longue. Et j'aimerais, en tout cas, c'est un peu plus, mais je me dis que à partir du moment où nous, on va avoir la conscience qu'on est un maillon essentiel, on est le premier maillon quand les gens viennent nous voir, qu'on soit, encore une fois, que c'est travailleur social, hypno, psycho, doula, ou juste un proche, ou une proche. On est à ce moment-là un maillon où on doit être capable de poser les bonnes questions, de s'intéresser, où on doit être capable d'identifier ça. Ça, c'est des choses qui vont venir 1 an, 2 ans après. 1 an, 2 ans après, dans la tête des gens, dans la plupart des têtes des gens, c'est réglé. Hein. Ça va mieux, il ou elle a peut-être recommencé à faire sa vie, il ou elle a peut-être eu un nouvel enfant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais c'est pas parce que la vie, elle continue que la plaie, elle est pas là, que la douleur, elle est pas là. Hein. C'est c'est vraiment un moment où les gens ne comprennent pas ce qui se passe pour eux. Hein. Et si on est, nous, éduqués à ça, si on est, nous,
euh, efficace, pertinent dans l'observation, dans l'accompagnement qu'on propose. On va pouvoir rassurer. On va dire, ce que vous vivez, c'est normal. C'est normal que vous soyez dans la difficulté en ce moment parce que il y a ça, ça, ça et ça et ça. Et ça va demander un accompagnement. De quoi vous avez besoin? Et ensuite, on structure un accompagnement. Hein. Mais je vous le redis, et ça, je vais prendre la tête avec ça pendant 3 jours. Il y a, vous êtes un maillon essentiel de ce travail autour du deuil dans une société où on est de plus en plus isolé. On est de plus en plus isolé. Et quand on va voir un hypno, un psycho, doula, ce que vous voulez, un travail social, ce moment-là, il est important. Hein. Dire à quelqu'un, vous avez perdu un enfant, vous pouvez aller voir le Point Rose quand vous êtes dans le sud de la France, ou vous avez des associations comme Jonathan Pierre Vivante, peu importe leur obédience, leur spiritualité, c'est pas le problème. C'est des associations qui sont référencées, c'est des associations qui font un super travail de terrain. Si vous êtes capable d'accompagner une personne à recréer du lien social parce qu'elle va aller discuter avec des personnes qui ont perdu un enfant, qui ont perdu un conjoint, ainsi de suite, eh ben, c'est du lien social qui existe, c'est la communauté qui va aider à prendre en charge. Hein. Et vous êtes ce maillon-là qui crée du lien, qui casse l'isolement. En tout cas, je crois très très fort à ça. Donc voilà pour la déstructuration qui est caractérisée comme, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on appelle un vécu dépressif, euh, et qui est plutôt, et paradoxalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça avance. Ce pas de retrait, quelques pas en arrière, sont une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça avance. Dernière chose, la quatrième phase, c'est ce qu'on appelle la restructuration. Et là, c'est quelque chose qui va vers un nouvel équilibre. C'est-à-dire que les émotions, quand on va parler de la personne décédée, sont plus apaisées. On deal avec l'absence. On s'ouvre à des choses. Et on a reconstruit cette notion de lien, mais à l'intérieur. C'est ce que Bourquet appelait l'héritage. Ok. Qu'est-ce que je garde de cette personne? Qu'est-ce que je retire de ce moment de vie avec cette personne? Hein. Quelque chose de plus doux, de plus apaisé, de plus tranquille. On s'ouvre à d'autres nouvelles expériences, de nouvelles relations. La problématique, c'est que parfois, dans des structurations, on s'y habitue parce qu'on peut y être pendant longtemps. Et dans ce vécu dépressif, dans des structurations, il y a, comment dire, une forme de confort, même si c'est pas confortable, mais au moins c'est connu. Au moins c'est connu. Hein. Sans parler de tous les conflits de loyauté qu'il peut y avoir, du style si je suis heureux ou heureuse à nouveau, est-ce que je ne suis pas le dernier ou la dernière, ou le plus mauvais ou la plus mauvaise des conjoints ou épouses ou mari ou ce que vous voulez, ou parents. Euh, donc voilà, il faut savoir que le deuil, j'aurais peut-être dû le dire en intro, ça vient de duello, dolore, la douleur en latin. Hein. L'idée, c'est, quand on parle de deuil, c'est est-ce qu'on a assez souffert pour pouvoir passer à autre chose? Je pense qu'on a, oui, assez souffert. Il est temps de passer à autre chose, les gens. Hein. C'est une période qui, quand on a des nouvelles, et qu'on voit des gens qui, euh, qui ont traversé le deuil, qui sont en phase de restructuration, euh, je trouve que ça donne du sens. Du sens à ce qu'on fait, du sens à... je trouve que ça a plus de sens encore qu'un arrêt du tabac. J'ai fait beaucoup d'arrêts du tabac, j'adorais ça. Euh, les gens, ils disaient, une arrête de fumer, c'est cool, c'est bien. Bon, on ne sait pas combien de temps ça dure, pourquoi. Quand on croise quelqu'un avec qui on échange autour du deuil et qu'on voit qu'il a avancé ou qu'elle a avancé, euh, il y a quelque chose de chouette, il y a quelque chose de beau dans le travail. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Donc, si je me suis perdu grâce à mon superbe TDAH, bien entendu. Euh, euh, Quand on parle d'accompagnement dans le processus du deuil, bah voilà, il y a l'hypnose, oui. Ça peut aider à gérer les émotions, ça peut aider à faciliter le process. Je pense qu'il faut toujours être très clair sur ce qu'on va proposer aux gens, euh, notamment quand on parle de contact défunt. Je pense qu'il faut avoir un langage très très clair sur le fait que c'est une hallucination. Parce que
Est-ce que c'est une bonne chose que des gens remplissent des salles de spectacle avec ça? Je suis pas sûr, parce que ça se fait. Euh, Ça remplit les poches de ceux qui le font, vraiment. Mais est-ce que ça accompagne... Vraiment, les gens, je sais pas. Je suis sceptique. Je suis sceptique. Par contre, je pense que l'hypnose, c'est un vrai bel outil pour travailler sur le lien à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on garde? Traverser des émotions. Vraiment, c'est chouette pour ça, l'hypnose. Le coaching. Le coaching, le questionnement peut être intéressant parce que par votre questionnement, vous allez identifier, accompagner la personne, identifier là où elle en est et vous allez pouvoir la rassurer. Ça fait 1 an, c'est frais encore. Vous avez perdu votre fils, votre époux, votre femme, votre mère ou votre père à qui vous étiez très attaché. Ça fait 1 an, vous êtes pas bien, c'est normal. Et là, ça rassure déjà. Ça rassure sur la santé mentale, hein. Et puis les thérapies individuelles, aller voir les psychiatres, les TCC, les psychologues, il y en a qui font un super travail là-dedans. Euh, c'est c'est important, encore une fois, de s'entourer. Ok. Notamment si le deuil il est accompagné de symptômes dépressifs, d'idées suicidaires. Anna, elle a un podcast dans Hypnose et compagnie sur la crise suicidaire. Je vous invite à l'écouter, il y a plein de choses intéressantes dedans. Euh, c'est euh, c'est un sujet important. C'est un sujet très important pour bien accompagner ces gens-là. Parce que les gens, ils n'ont pas envie de mourir, ils ont envie de retrouver du lien, ils ont envie de plus souffrir. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? On est parti. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Parce que j'ai pas du tout regardé le chat, j'étais en train de... Il y avait une question sur... Désolée Maud, je te coupe. Il y avait une question sur dans la fuite, est-ce que ça peut être aussi une fuite dans le sommeil? Ouais. Ah, Ah, voilà. de toute manière, tout ce qui te permet de ne pas ressentir. De ne pas ressentir. Euh, je donnais un exemple, je vais te parler de moi, parce que je connais bien mon cas. Après le lycée de Louise, moi, j'étais capable de gérer mon cabinet, d'entraîner une équipe de basket 3 fois par semaine, de jouer les week-ends, de retaper un appart et une maison. Et de faire la bringue. Hyperactivité, hyperactivité, hyperactivité. Ouais. Mais c'est comme ça, et comme il y a des gens qui se mettent à teaser ou qui se remettent à fumer. C'est euh, c'est c'est euh, c'est humain. C'est humain. Le sommeil fait partie du truc, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi. Oui, j'ai le cas de ma voisine qui a perdu son mari, il y a 1 mois et 2 jours après sa mère Ouais. et elle est, elle est dans la fuite en fin de compte, hein. Elle s'arrête pas, elle va à droite, à gauche, elle va le déjeuner avec des amis le midi, elle me dit: Je sens que, elle me dit: «Je trouve ça moi-même bizarre». J'ai dit: «Bah, écoute, on peut rien vraiment faire en fait. Ça se fait comme ça doit se faire en fait». Mais, comment puisqu'elle m'a questionnée, est-ce que je lui dis: «Attention, après il va y avoir la déstructuration et c'est là que tu vas morfler». Tu vois comment parce que je le sais, je le sais que c'est pas normal et que Ça dépend du lien qu'elle avait déjà avec ces personnes-là. On n'est pas obligé de bien s'entendre avec son mari ou avec sa mère. Donc la question du lien, elle est importante. ah si, Euh, si, c'était vraiment, très et heureux euh, quoi, oui, oui et c'est très fusionnel avec sa mère. vraiment, questionne, à mon sens, il y a plusieurs choses. Là, tu peux déjà questionner sur euh, dans le lien, comment elle l'entretient. Est-ce qu'elle regarde des photos? De quoi elle se souvient? Et ainsi de suite. Et si ça lui fait quelque chose, là, tu peux commencer à échanger. Et puis, des fois, tu laisses faire. Si c'est quelqu'un de proche de toi, évite de trop en dire ou de trop... laisse faire et observe. Observe, sois dispo. Parce Oui, qu'effectivement, 1 mois, fin du championnat du monde des amis, hein. oui, oui, c'est ce que j'ai dit. On la laisse. Je lui dis: «Tu sais que je suis là. Nos maisons sont collées. On est amis depuis, 15 ans». Je Ouais. lui dis: «Tu sais que je suis là». Voilà, après je lui ai envoyé un message un peu tous les jours au départ et bon, je lui ai juste rappelé que j'étais là parce qu'après je veux pas lui dire: «Alors comment ça va aujourd'hui?» et la ramener à quelque chose de douloureux Ouais. alors qu'elle, elle chemine. Mais
En quoi c'est un problème de poser cette question? De tous les jours de lui dire comment ça va? Pas forcément tous les jours, mais, mais il lui pose la question. Et puis alors, comment ça va aujourd'hui? Moi, je dis, c'était très bon, hein. Je dis, ah, François, comment ça va aujourd'hui? Ça va. Oui, elle me dit: «Et toi? Et toi, comment ça va?» Oui, Ben, oui, moi ça ouais, va. ça va. N'importe qui peut faire une réponse, ça va, ça va. Le ça va, Oui, à la base, salut, ça va, c'est comment tu vas à la selle, historiquement parlant, tu vois. Le ça va, il vient de là. Il s'intéresse pas vraiment à ton état, d'un point de vue purement étymologique. Donc ça va, ça va. Voilà. L'idée, c'est, OK, comment tu vas en ce moment? C'est comment pour toi? oui, Euh, j'ai demandé, comment elle est cette journée? Voilà, aujourd'hui, c'est comment? Comment tu te sens aujourd'hui? Voilà. bien? Voilà, elle va te répondre bien, parce qu'ils veulent pas déranger. Et puis, ça vient des fois un petit peu aussi en creusant, en prenant le temps. Le process se fait. On fait des deuils depuis la nuit des temps. Le process se fait. L'idée, c'est que ça se fasse le mieux possible. Donc c'est OK si elle, elle va à droite à enfin voilà, de toute On manière, a besoin. OK. Ouais, bah, et pourquoi ce serait pas OK? Oui, oui, bah, c'est ce que je lui ai dit, c'est accueil, c'est OK. De toute façon, ça va se faire et voilà, va Et, falloir composer comme ça. effectivement, ça ressemble à de la fuite, hein. C'est difficile de te répondre comme ça, mais ça ressemble à de la fuite. Et c'est normal. C'est normal. C'est un comportement tout à fait normal et sain. Et son fils, porte les vêtements de son père par contre, tu vois? C'est vraiment le ouais, ouais, de c'est très, Mais parce que toi, quand on est dans ce moment-là, on n'a que la face visible de l'iceberg. Tu sais pas ce qu'elle fait, elle, pour entretenir le lien avec l'extérieur. Peut-être qu'elle dort avec un t-shirt à lui, peut-être qu'elle met ses chaussettes, je sais pas. Je sais pas. On est à ce moment-là euh, sans d'une créativité assez folle. Moi, j'avais une bouteille, un petit flacon de lysopaïne, vide dedans, j'avais des cheveux de ma fille. Donc, tu vois, une créativité assez folle là-dessus. Donc, observer, s'intéresser, questionner. On peut s'interroger aussi sur la place des morts, la place qu'on laisse à nos morts. Comment on en parle ou pas. Tu vois, voilà. Ça répond à ta question, Maud, ou pas? Parce que des fois, je peux digresser un petit peu avec mon TDAH. oui, Ouais? oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aurais une question. Quand Mm. tu reçois des gens en consultation et où il y a du multiple deuil, donc par exemple des gens qui arrivent à un certain âge, 65, 70 ans, quoi, et qui en l'espace de quelques mois ont enterré pas mal d'amis décédés de cancer, d'AVC, de mort assez brutale. Et à un moment, en fait, c'est l'accumulation. C'est Mhm. trop, ça devient trop avec des angoisses du coup de dingue, une irréalité de tout ça, sur comme ça du multiple deuil. Comment un peu t'aborder les choses? Alors, la question, moi, elle me vient plus par rapport au public dont tu me parles. Parce que les personnes âgées, elles ont une spécificité, c'est compliqué de leur dire, bon, c'est comment tu vois l'avenir maintenant? C'est une question importante, ça. C'est quoi l'avenir pour vous? Non. Parce que la mort des autres nous ramène à notre propre mort et donc aux angoisses qui sont liées à ça. OK? C'est là où tu peux te dire que la grille de Kubler-Ross, elle est intéressante par rapport à ça. Effectivement. Mm. Tu vois? Ah Euh, ouais, si, ouais. Mm. La grille de Kubler-Ross, bon non, je le vois pas, et puis petit petit, je le vois. Et puis c'est le même process. C'est le même process. Où est-ce que vous en êtes? Quel lien vous aviez avec eux, avec cette personne-là? C'est quoi les émotions qui sont là? C'est la même chose. C'est, je trouve qu'on a l'outrecuidance de vouloir cadrer un truc qui est naturel, qu'on fait depuis la nuit des temps, et on dit là, moi je sais faire, eux ils savent faire, moi je sais mieux faire que Paulette, et Gérard sait mieux faire que Simone. Non, non, ça se fait malgré nous. Et je pense, à mon sens, que c'est les mêmes questions, avec cependant la notion d'angoisse beaucoup plus prononcée, Ouais, parce carrément. que ça sent pas bon. Ça sent Ouais. pas bon, et avec un isolement parfois aussi beaucoup plus prononcé chez les personnes âgées. Donc une vulnérabilité accrue. Est-ce que ça répond à ta question? Je sais, Totalement. Ouais, ouais, merci. avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aurais une question.
vous avez dit que c'était important d'avoir du lien, d'être soutenu. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand la personne, elle refuse, qu'on lui conseille d'aller dans une association? Parce qu'elle dit qu'elle serait pas à l'aise de parler avec des personnes inconnues de ça. Elle a le droit. Mais mais oui, mais en même temps, elle s'enferme, je veux dire, dans un cercle vicieux parce qu'elle souffre de solitude, elle souffre parce que elle aimerait y parler avec des gens, mais elle veut pas les déranger, elle a peur de réveiller des mauvais souvenirs chez les personnes. Et quand je lui conseille alors d'aller dans une association bah, où tout le monde serait là pour ça, ça maintenant, là, je veux pas parler à des personnes inconnues. Mm. Elle ferme à toutes les solutions. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis, Sandrine. Mm. Il y a l'aspect, la personne refuse d'aller dans une association alors que je l'invite à le faire. Bah, c'est son choix. C'est pas le moment pour elle. Moi, j'ai été très disposé très vite à aller dans des assos. Mon ex-compagne, pas du tout. Parce que c'est se confronter à une réalité. Il y a un temps pour tout. Et il y a des gens qui n'ont pas besoin d'aller dans des associations parce qu'ils sont suffisamment entourés, hein. Et autre chose qui est important, c'est que l'isolement est aussi important dans le deuil. On a besoin de moments où on se met dans sa bulle. Ok. Donc, tu peux pas forcer les gens. Tant que toi, tu entretiens du lien, tant que toi, tu gardes ta place de maillon. Ok. Et le lien, ça peut être autre chose. Si c'est une personne âgée, par exemple, ça peut être du lien avec la personne qui va faire le ménage chez elle, la mettre en lien avec une assistante sociale ou un assistant social, même s'il y en a peu, qui va l'aider à structurer la paperasse, qui va l'aider à structurer sa vie, son ménage. Et donc, ça, c'est du lien aussi, hein. C'est pas à la forcer, mais tout ça, tout ce que je propose, ça, elle dit non, quoi. Elle dit non à tout. Elle a le droit de dire non. Je veux pas, je veux pas une aide familiale chez moi, je veux pas. J'ai pas entendu. Elle va dire non, non, ah non, je veux pas qu'une aide familiale vienne chez moi. La seule personne qui l'appelle, c'est son fils. Mais elle est dans l'ambiance, je veux pas le déranger, je veux pas lui Oui, dire moi, ce que je trouve intéressant non. dans ce que tu es en Mais train de dire là, ce que je trouve intéressant dans ce que tu es en train de dire là, c'est qu'on ne hum, peut pas prendre la personne endeuillée comme unité. On doit hum, la prendre par un écosystème. hum, Et si pour l'instant, bah, elle est dans un deal avec son fils et que bah, ils avancent qu'à un cas comme ça, pourquoi pas? Ça parle aussi de notre volonté de toute puissance, hein, des fois. hum, Comme on a envie de dire aux gens, vas-y, fais ça. Parce que nous, on a envie d'être utile. Ok. Mais des fois, l'utilité, c'est aussi regarder avec bienveillance, observer et laisser faire. On peut leur faire confiance aux gens. Ils sont pas teubés, ils sont juste blessés. hum. Fais-leur confiance. Fais-lui confiance. Elle a le droit de ne pas vouloir aller dans des associations et il y aura toujours des gens plus cabossés que d'autres par les deuils. Le deuil, ça cabosse. C'est normal. Des fois, tu pourras rien faire. Hum. Merci pour la réponse. Ben, de rien. Ça ne doit pas t'aider des masses, mais ok. J'enchaîne les questions, François, parce que je vois qu'on dépasse le temps et qu'il y Ah en a. ouais, désolé. On n'a pas parlé du deuil animalier. Non, on n'en a pas parlé, Nathalie. Je réponds du coup en même temps. On n'en a pas parlé. On parle essentiellement sur les 3 jours de deuil. Tu peux le On peut en mettre parler? sur l'animalier, mais c'est spécifiquement là, pour le coup, très précisément sur le deuil humain, ni le deuil d'un chagrin d'amour, d'une perte de boulot, etc. On peut alterner fuite et recherche en continu avec phase hyperactivité et phase ralentissement et repli sur soi, un peu comme dans un trouble bipolaire. Euh, Ouais, je suis la même que toi. Attention aux comparaisons Ouais, avec. je trouve que l'analogie, elle est forte, quoi. Ouais. On n'est pas dans une forme de bipolarité. Non, on n'est pas du tout dans une forme de bipolarité. On est, oui, on est dans une phase où on s'épuise. On s'épuise jusqu'à ce que les résistances lâchent. C'est ça, fuite recherche. Voilà. Et pour faire une parenthèse sur le deuil animalier, ça va dépendre du lien à l'animal et pour moi, c'est la même chose. On perd quelqu'un de proche. Ok. Que dire au conjoint d'une personne malade lorsque les annonces médicales sont pessimistes? Il y a déjà de la colère et du marchandage Que dire à un conjoint d'une personne quand, malade. quand une personne malade et que les annonces sont pessimistes, donc en gros, la personne va mourir? Ok. Ok.
Alors, je suis pas un spécialiste du palliatif pour le coup, euh, mais je vais donner une réponse qui est la mienne. C'est, quel lien tu as envie d'avoir avec? Comment tu as envie de vivre ça avec la personne? Parce qu'il va se passer des fois des deuils blancs, des deuils anticipés, en fonction de la durée de la maladie, en fonction de plein de choses. C'est euh, c'est pas. La question, elle est trop large pour avoir une réponse précise. Si c'est quelque chose qui va durer 3 semaines ou que c'est imminent dans les jours qui arrivent, euh, les équipes médicales font un super travail pour ça. Euh, Moi, je dirais, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire avec cette personne pour que ça soit le plus doux possible pour elle et commencer à parler de la personne. Ce qu'elle était, ce qu'elle est, comment ça se passe pour elle, les liens. Commencer à parler de ça. Pas la mettre de côté. Parce qu'après, on s'en veut de l'avoir mis de côté. Ça répond à la question? Je sais pas, mais pour le coup, c'est une réponse très perso. C'est pas, je suis pas un grand spécialiste du palliatif pour le coup. Alors, je peux intervenir une seconde? Je t'en prie. J'ai entendu là dernièrement une interview de Jean Dupré, Ouais. avec toi d'ailleurs. Ah, quand on parlait de Eh son ben, en expérience. fait, lui, il parle de son expérience de 3 ans et demi d'accompagnement d'une Ouais. personne, son De ex-femme, Sarah. sa compagne, Sarah. Sarah, et de sa compagne, oui. Et c'est vraiment intéressant. Du coup, moi, je l'écoutais en me disant, il va nous parler d'hypnose, d'accompagnement des autres, et en fait, il parle de lui et finalement de voir comment l'implication peut permettre dans l'accompagnement de sa compagne peut permettre justement de ne pas avoir cette Bien culpabilité sûr. ou ce regret ou que sais-je. Bien sûr. Et du coup, bah, c'est un témoignage hyper intéressant. Euh, Hyper attends, intéressant et très touchant. Très touchant. j'ai mis le lien en réponse à Genre, dans la conversation, j'ai déjà mis le lien du témoignage de Jean. Du coup, super. genre, Jean est plein de tendresse et c'est, je pense que c'est un. J'ai pas fait beaucoup de podcasts moi, sur le sujet du deuil, tout ça, mais c'est un des trucs qui m'a le plus touché. Hmm. Parce que Jean a une capacité à la narration en plus, qui est. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Comment On- gérer la période de l'anniversaire du défunt? Ah, les fameuses dates anniversaires. Il y a plusieurs anniversaires. Il y a l'anniversaire de la naissance, anniversaire de la mort. Euh, Demander à la personne endeuillée ce qu'elle veut faire et en fonction, organiser un truc. Euh, euh, dans, euh, il y a un film qui s'appelle Et j'ai choisi de vivre, où c'est une maman qui parle du décès de son enfant et comment ils l'ont vécu en tant que couple. C'est une autre question. Et eux, ils font tous les ans un grand rassemblement familial avec des lâchers de ballons, tout ça. Il y en a qui font des choses beaucoup plus modestes, il y en a qui font rien. Il y en a qui font rien. Parce que parce qu'ils estiment que tous les jours, les gens qui sont décédés sont présents, donc ils n'ont pas forcément à faire des choses exprès pour les dates anniversaires. Je pense qu'il faut demander à la personne de quoi elle a envie et l'accompagner dans son envie. Simplement. Simplement. Faut pas chercher midi à 14h, faut juste faire preuve d'humanité. T'as envie de faire, je sais pas, monter le Mont Ventoux en vélo? Eh ben, ok, on va s'entraîner pendant des mois, on prépare ça ensemble. On montre en vélo. T'as envie de manger 4 pots de Nutella en regardant des films tristes? Bah viens, prends un plaid, on s'assoit et puis on mange 4 pots de Nutella en mangeant des films tristes, en regardant des films tristes, pas en les mangeant les films. Ça n'a pas de sens en soi. S'intéresser à l'autre, c'est la base. C'est la base. Et des fois, à force de vouloir aider, à force de vouloir euh, pas sauver, mais ouais, sauver ou trop aider, on oublie de s'intéresser à l'autre. C'est la base. D'autres questions? Je sais pas si j'ai répondu à la question. N'hésitez pas à me dire si c'est pas assez complet, hein. Est-ce que le deuil est terminé lorsqu'il n'y a plus de douleur à l'évocation? On peut dire ça. On peut dire ça.
On peut dire qu'il y a une forme d'apaisement. Je, pour le coup, je suis plutôt de l'école forêt. Je ne pense pas qu'un deuil se termine. Je pense qu'on apprend à vivre avec les séquelles que ça, que ça a laissé et qu'on apprend à être apaisé avec ça. Je pense que Mais, c'est la différence entre tristesse et souffrance. ouais, bien sûr. La tristesse reste et la souffrance qui empêche de fonctionner au quotidien. C'est mon prof qui disait ça, pour Et, citer est-ce qu'on... Pierre-Alain Pérez, hein. Et la souffrance qui empêche de fonctionner, c'est ça qu'on essaye enfin, que la personne ça, peut ça, apaiser. ça va aussi dépendre beaucoup de la communauté et de la dimension spirituelle de chacun. Si vous êtes bouddhiste, très croyant, bah, les dimensions spirituelles vont vous aider. La communauté va jouer beaucoup là-dedans aussi. On a le droit d'être apaisé en tout cas. Ou de garder une part de tristesse aussi. Tout à fait. Les deux. Si je vais dans ton sens, d'ailleurs, Cécile, c'est ça. Euh, Si je fais dans ton sens, c'est aussi une façon d'entretenir du lien, garder de la tristesse. Oui, et puis ça appartient à chacun. Et cette tristesse, elle peut ne pas faire dysfonctionner. Et c'est qu'une partie de la Tout à fait. personne. Et elle peut, à côté de ça, avoir beaucoup de joie et continuer à vivre. Euh, Exactement. On est assez d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Une dernière question. Est-ce qu'une réaction forte à un deuil peut révéler une problématique dans le lien d'attachement dans l'enfance, que cette personne a fait office de figure d'attachement et le travail est donc à faire bien en amont? En gros, est-ce qu'il a à faire l'attachement ou quand il y a un deuil fort, quoi. Je sais pas, c'est pas très clair, ma reformulation. Ah, je me permets, c'est moi. Vas-y, merci, Émilie. J'ai pu voir des fois des réactions très fortes, mais où c'était pas forcément sur le deuil, la personne qui manque, mais que la personne se sentait perdue. Et en fait, en travaillant, tu comprends que cette personne qui vient de décéder a fait office d'attachement, quelqu'un qui a beaucoup souffert dans l'enfance et qui n'a pas eu de figure d'attachement, et ça réveille des traumas, quoi, et d'être perdue comme un enfant parce qu'elle se sent hyper seule. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Ça se pose toujours la question du lien. C'est Ouais. vraiment la question du lien. Quel lien vous aviez avec cette personne? Cette personne, c'était qui pour vous? On le verra peut-être plus tard, mais il y a des questions clés à poser. Ouais, c'est clair. Quel lien vous aviez avec cette personne? C'était qui pour vous? Ouais, rien que sa question est top. Ouais, merci. Qu'est-ce qu'elle représentait pour vous? Ou qu'est-ce qu'elle représente encore? Mm. Top. Autre chose? Non, c'était la dernière question? Il y avait une autre question mais, sur la culpabilité, mais on en parlera dans les outils Ouais, demain, je crois, vendu. parce qu'on a déjà un quart d'heure de retard. Donc, Ça marche. gardez bien vos questions. Vous allez recevoir un quiz, voilà, pour continuer à Ouais. implémenter les choses dans la suite. Voilà, tu peux clôturer, mon cher. Très bien. Oh, bah, je pense que c'est déjà pas mal clôturé, hein. J'espère que c'était intéressant pour vous. En tout cas, n'hésitez pas pendant 3 jours là à venir vers moi, vers Anna si plus vers moi quand même, parce que Anna elle fait pas, fait pas mal de choses. Si vous avez des questions, on est disponible. Enfin, en tout cas, je suis disponible pendant ces 3 jours. On se voit demain, 12h30, même heure, même punition. À très bientôt. À demain. Salut.